William Christie, claveciniste, chef d'orchestre, fondateur et co-directeur des Arts Florissants, tu es à l'origine d'une des plus belles aventures musicales de ces 40 dernières années. Avec un rôle pionnier dans la redécouverte de la musique baroque. Américain de naissance, tu es venu en France dans les années 1970, en 1970 plus précisément. Les Arts Florissants ont été créés en 1979. Atis, qui a été un immense succès, a été créé en 1987 et l'Académie du Jardin des Voix a été créée en 2002. En 2008, c'est une date importante, c'est l'entrée à l'Académie des Beaux-Arts. Et si je ne me trompe, le festival de Tiré a été créé en 2012 dans ce lieu extraordinaire dont nous allons parler puisque nous allons parler de musique et de jardin, qui est un rêve d'architecture végétale. Donc notre conversation va porter à la fois sur le jardin et sur la musique, et ça va être une promenade entre deux passions. Celle de la musique, on va le voir, qui est née très tôt et qui résulte d'un choix délibéré d'en faire un axe essentiel de ton existence, et celle des jardins, avec le souvenir d'un petit garçon, c'est une anecdote qui m'a marquée, de 5 ans, qui parlait déjà de ces plantes exquises. Ça ne s'invente pas. Donc peut-être peut-on commencer par cette décision très importante de consacrer sa vie à la musique. Quelle en fut la raison profonde? Est-ce que c'est pour lutter contre une certaine forme de solitude? La réponse est complexe, évidemment, mais la chose la plus importante à dire à notre public, c'est que la musique m'a accompagné depuis un très jeune âge. Ma mère aurait pu faire une belle carrière. Bon, il y avait des circonstances personnelles et familiales qui militaient contre, effectivement, une carrière en musique. Mais elle veillait sur moi dès les premières années. J'ai étudié le piano avec elle, et en plus, elle dirigeait un petit chœur dans notre petite église protestante, dans un petit village à l'ouest de New York. Donc, j'étais vraiment exposé à la grande musique. Bach, Purcell, Handel, à partir de l'âge de 5 ou 6 ans. J'ai commencé mes études d'orgue grâce à elle, dans cette même église. Ça veut dire que j'avais l'idée que la musique était surtout un plaisir énorme, lié avec la famille, avec cette extraordinaire musique des XVIIe et XVIIIe siècles, qui constituait effectivement le répertoire que dirigeait maman. Cette musique, donc, était vraiment plus qu'une nécessité. Vous avez évoqué la solitude. Oui, très jeune, je me suis rendu compte que avec la musique, je ne serais jamais seul. C'était une sorte de filet de campagne, que je pouvais effectivement, à n'importe quelle heure et n'importe où, n'est-ce pas, vivre pleinement. Mes parents, est-ce qu'ils auraient voulu que je sois musicien à l'âge de 10 ans ou 15 ans? Non, c'était peut-être la médecine qui m'intéressait. Et en effet, j'étais plus ou moins destiné, si j'ose dire, à l'âge de 17-18 ans, à une carrière peut-être en médecine. Je me lève un jour et on vécu quelques jours de très bons conseils de la part de l'un de mes profs, et je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, William, n'est-ce pas, la seule chose qui te fait plaisir, vraiment plaisir intense, et qui te fera plaisir pendant toute une vie, mais c'est la musique. Alors, voilà. C'était une décision qui a donc mûri longuement, mais une fois que cette décision a été prise, j'ai foncé.
papa m'a acheté un clavecin que j'avais dans mes chambres, si je veux dire, à Harvard. Et à l'âge de 22 ans, 21 ans, n'est-ce pas, j'étais donc déjà diplômé d'Harvard et accepté à Yale comme étudiant en musicologie et clavecin. Donc voilà, une sorte d'évolution très rapide. Me voici 60 ans après. Au cœur d'une carrière absolument exceptionnelle. Les musiques des XVIIe, XVIIIe siècle viennent de la relation avec la maman. Mais c'est maman qui est effectivement une sorte de catalyseur, mais aussi il y avait un élément qui reste un élément important dans ma vie, dans ma carrière, c'est la voix humaine. Le chant. Et ce vaste répertoire occidental, n'est-ce pas, de musique pour la voix, soit profane ou religieuse. Ça m'a marqué, ça me marque toujours, car en effet, je suis considéré comme un spécialiste dans une musique, dans des musiques du XVIIe et XVIIIe siècle, mais surtout des musiques vocales. Oui. Et là, il y avait un territoire absolument extraordinaire. On pourrait employer une métaphore un peu liée au jardin, un territoire un peu en friche, un territoire oublié, qui a été au cœur du répertoire des arts florissants. Mais j'aimerais poser la question, pourquoi la France ? Parce que c'était là qu'il y avait sans doute plus de possibilités, ou c'était un amour particulier pour ce pays? J'étais encore très jeune et la France était déjà présente dans une conversation avec la famille, dans les moments, les récits de voyage de la famille, surtout de la famille paternelle. Pourquoi? Parce que papa est parti au moment où maman se trouvait enceinte avec moi. Il est parti pour la guerre. Il a passé d'abord un an, même pas, 7 ou 8 mois, à Chester, en Angleterre, jeune ingénieur et recruté donc, dans l'armée américaine. Je suis né fin 1944, le 19 décembre, un moment assez horrible. La fin de la guerre, certes, mais une fin encore horrible et meurtrière. Et papa se trouvait en France au moment de l'accouchement de maman. Ça marque quelqu'un. Certainement. Et il m'a vu pour la première fois, j'avais un peu plus qu'un an, n'est-ce pas, car il est resté en France avec l'armée américaine, fait d'occupation. Est-ce que pour lui, c'était un moment difficile? Il ne m'a jamais parlé des difficultés. Il parlait à moi et puis mon très jeune frère de cet extraordinaire pays, n'est-ce pas, que lui, il a découvert étant soldat. Autrement dit, la France était un sujet de conversation. Une sorte de pays un petit peu mythique. C'était la Chine, n'est-ce pas, enfin, exotique en quelque sorte. Enfin, une sorte de chinoiserie, mais c'est une et je me souviens d'avoir, un été, trouvé un merveilleux grand livre sur le Louvre. Et j'ai mémorisé, n'est-ce pas, l'emplacement des différentes salles, n'est-ce pas, et sans jamais visiter le Louvre, j'aurais pu effectivement peut-être être un guide, n'est-ce pas, pour diriger les touristes, n'est-ce pas, dans les différentes salles. C'était très intense. Et puis, il y avait cette musique française. Il y avait des moments de grâce quand on découvre une musique qu'on ne connaissait pas. Ces moments où
on est dans une sorte de transe. Et c'est quelques moments vécus dans cette espèce d'extraordinaire beauté, n'est-ce pas? Il s'agissait aussi des premières écoutes de musique française. Ma grand-mère, je sais comment elle a trouvé, mais elle m'a présenté, quand j'avais peut-être, c'était dans les années 50, un disque des Leçons de ténèbres de François Couperel-Legrand, réalisé par Erato avec Laurence Boulet comme directrice et deux dames, deux chanteuses. Et c'était plus qu'une révélation pour moi. C'était vraiment pour m'ouvrir la porte vers un autre monde. Et puis, le clavecin. Là aussi, une découverte extraordinaire. Maman m'a amené à la Philharmonie de Buffalo et j'ai entendu le Messie d'Handel. Et là, il y avait un claveciniste jouant son clavecin. Et j'étais plus que mais c'était vraiment un moment... le temps s'arrête. Ouais. Voilà, on est suspendu dans une sorte de bulle. Et chose curieuse, maman connaissait le claveciniste, et moi, il est devenu l'un de mes profs aussi. Pendant un moment à Harvard, c'était en 1966, l'un de mes amis arrive avec un 33 tours, en disant « il faut que tu écoutes ça, c'est absolument bouleversant ». C'était Hippolyte et Aricie, tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau, avec une soprane, une mezzo que j'ai rencontrée par la suite, bien des années après, Janet Baker. Et là aussi, je me suis littéralement renfermé dans ma chambre. Et j'ai écouté ce disque nuit et jour. Nuit et jour, nuit et jour. L'écoute de ce qu'elle faisait, dans le rôle de Fedra, m'a changé la vie. Je me suis dit, je serais content de vivre une vie avec ce répertoire. À Yale, je me souviens, j'ai fondé un petit ensemble de musique de chambre. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on s'est lancé dans Leclerc, Couperin, Rameau, effectivement. Et puis, cette décision de venir boire à la source, c'est-à-dire de quitter les États-Unis et de venir en France, évidemment, c'était lié avec cette passion que j'avais conçue pour sa musique, la musique française. Et la guerre battait le plein à cette époque-là, 69, 70. En 70, j'avais un contrat d'un an dans une université, un collège extraordinaire qui s'appelle Dartmouth College, dans le New Hampshire. Et est-ce que j'étais un militant anti-guerre? Oui, oui. J'ai passé pas mal de temps dans les manifs à New York ou à Boston. La plupart des gens de mon âge étaient profondément anti-guerre au Vietnam. Il y avait un assassinat terrible d'étudiants, Kent State, au printemps de 70. Et là, je me suis dit, non, je ne veux pas rester ici. J'ai parlé avec les parents. Je me souviens que papa et maman disaient, mais où aller? La question se pose. Alors, je me suis dit, avec un sourire, mais vous savez pertinemment où je veux aller. Oui. Et en effet, voilà. Alors, c'est une grande chance pour nous. Et donc, j'arrive, et quelques mois après mon arrivée, j'avais un clavecin à ma disposition et j'enregistrais un disque. Et puis, même chose pour la BBC. Voilà. Donc, je me suis fixé en France, mais j'étais vraiment un nomade. Donc, ça m'a amené
à avoir des séjours à Amsterdam ou à Londres, où le climat de musique ancienne était un petit peu plus favorable. Mais en effet, avec cette idée que j'étais finalement en France et pour un long séjour. Alors, je vais retourner quelques instants aux États-Unis pour évoquer l'autre grande passion, et après on verra comment elles se croisent, c'est celle des jardins. Comment est né cet amour des jardins et comment un petit enfant va vers les plantes, vers le jardin? Papa est issu d'une famille bourgeoise. Est-ce qu'il y avait effectivement des attaches, un rapport avec la campagne, les jardins, enfin la nature? Oui, fatalement. Parce que là, il y avait une maison d'été au bord d'un lac. Il y avait des membres de la famille, de cette famille Christie, et par extension la famille de ma grand-mère, la mère de mon grand-père, qui était issue d'une famille, comment dire, d'agriculteurs, en fait. Mon oncle Samuel avait une maison vraiment en pleine campagne et c'était un fermier. Donc, voilà. Donc il y avait des rapports. Maman, c'était pareil. Il y avait des cousins, des cousines à la ferme. Voilà. On était les citadins, mais à l'âge de 5 ou 6 ans, enfin, je connaissais le nom des bulbes de printemps. Est-ce qu'on avait un potager chez nous? Oui, voilà. Donc, j'ai connu les histoires d'engrais, enfin des produits phytosanitaires, comment bêcher. Il y avait une dame qui était voisine de mes parents. Et, bien des années après, elle m'a rappelé d'un petit moment avec elle dans le jardin, dans son jardin. Alors, apparemment, je me baisse pour humer le parfum je crois que c'est un jacinthe ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit à Madame Westphal, n'est-ce pas que c'est exquis? Isn't this exquisite? Mais en effet, elle m'a dit que j'avais peut-être 4 ou 5 ans. Peut-être. En tout cas, j'avais une appréciation pour tout cela. L'amour du jardin, je l'ai lu quelque part, c'est la possibilité de donner la vie avec les graines, avec les bulbes. Mais ça, c'est une chose importante. Oui. Et quand je regarde un petit peu objectivement ma vie depuis maintenant presque 80 ans, il y a quelque chose qui me lie avec l'architecture, les vieilles maisons, la musique, les jardins. C'est en effet cet aspect de la vie, de redonner vie à une musique un tout petit peu abandonnée, ou oubliée, ou délaissée, d'avoir un plaisir énorme pour voir, n'est-ce pas, qu'un vieil habitat rural, n'est-ce pas, puisse revivre. Et puis de créer un jardin. On parlait de ce merveilleux jardin de Thierry, qui était extraordinaire. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le jardin à Thierry, donc cette propriété en Vendée, qui est à moi depuis 1985, c'est ça, et que vous connaissez très bien. En effet, le jardin a des liens très importants
avec la musique. Car en faisant mes premiers dessins, les premiers croquis, c'était d'imaginer les lieux dans un grand jardin assez organisé, n'est-ce pas, mais à l'ancienne avec les haies, n'est-ce pas, les compartiments végétaux, n'est-ce pas, les salons. Oui. C'était en effet de définir les lieux où on pouvait effectivement faire de la musique. Et ça, c'est un rêve maintenant qui est réalisé depuis un long moment. Et quel plaisir de voir mon théâtre de verdure, qui est maintenant, qui a 30 ans, en chinoiserie, utilisé comme un petit lieu vert pour la musique, ou le pont chinois, ou le cloître, ou le jardin rouge, ou voilà, c'est... Ce jardin est absolument extraordinaire, c'est à moi de le dire, parce que j'ai l'impression que c'est la projection d'un imaginaire sur un territoire qui, sans doute au départ, était assez campagnard. Et cette œuvre, cette création, donc avec en effet la cour d'honneur, avec le cloître, avec les buis taillés, le théâtre de verdure, c'est tout à fait fascinant. Il me semble qu'il y a, ce qui est musical, c'est l'obsession de la structure, des axes. Il me semble qu'il y a des rythmes dans le jardin qui peuvent faire penser au rythme de la musique, avant même que ce soit des lieux, et c'est le cas, qui accueillent des concerts extraordinaires un peu partout, parce qu'il n'y a pas que la grande scène sur l'eau, mais il y a aussi tous ces lieux merveilleux, poétiques, intimes, où on va découvrir moment après moment les musiciens et les concerts. Il y a cette organisation de l'espace qui est fascinante et qui, à mon avis, est liée aux règles de la musique. C'est évidemment les rapports entre l'architecture et la musique, oui, n'est-ce pas, dans l'Occident, n'est-ce pas, sont bien connus depuis le Moyen Âge, oui, et surtout à l'époque de la Renaissance. Et, voilà. Mais oui, et mon jardin est un jardin d'architecture verte, oui, en quelque sorte. Donc, les proportions, n'est-ce pas, les lieux qui peuvent abriter effectivement un nombre de gens, les rapports sont classiques et connus. Mais on ajoute à cela aussi la nature elle-même, de vivre les airs sérieux et à boire d'un compositeur français comme Lambert, c'est de vivre une musique de plein air. Et je me souviens que Catherine Massip, une amie à moi, et la doyenne de la musicologie internationale, après avoir entendu un petit récital donné par quelques sopranes et avec un jour de lutte près de mon pont chinois en pleine nature, elle disait, c'est la première fois que cette musique, n'est-ce pas, vit son habitat idéal. Car en effet, Lambert parle des bosquets, il parle des murmures, des oiseaux, il parle du vent, il parle effectivement de ce qui peut ajouter une musicalité à une musique, n'est-ce pas, plutôt, voilà. Et ça, c'est merveilleux. De vivre un vol de mes pigeons blancs, n'est-ce pas, pendant un moment fort de musique, avec l'orchestre sur la terrasse, ça me dit, mais voilà, c'est une sorte de moment où plusieurs éléments de la nature, de la flore, peuvent effectivement se rencontrer. Et au plaisir, au grand plaisir des gens qui sont là pour écouter. Ce sont et vraiment voir. Des moments magiques, c'est absolument extraordinaire. En fait, Thierry, c'est une sorte d'utopie, d'Arcadie, de jardin aussi, imaginaire réalisé. Oui, ce qui est surprenant en France, c'est qu'on peut vivre une ruralité, on peut vivre simplement, mais il y a toujours une richesse inattendue ou des surprises extraordinaires.
Vous imaginez Villandry il y a 150 ans? Subitement, dans un contexte rural, il y a quelque chose de fait qui tranche avec. C'est ça. Un morceau d'architecture ou un merveilleux bout de jardin ou une sublime église avec un rétable flamand de la fin du XVIIe siècle. Mais ça, c'est la beauté de la France aussi. Et puis, les plaisirs sont, pour l'œil, ils sont partout. Oui. Partout. Oui. Et puis, je pense qu'il y a la nécessité d'un regard. Le paysagiste ou le chef d'orchestre sont des thaumaturges. Et quand un paysage a la chance de rencontrer celui qui a la volonté de créer, de donner libre cours à son imagination, le résultat est extraordinaire. Il faut aller avec un tout petit peu de goût et un peu de compréhension, car en effet, on cohabite avec la simplicité. J'avais cette idée non seulement de créer un jardin pour la musique, mais en regardant autour de moi, au tout début, dans les années 85-90, je me suis rendu compte que, comme dans beaucoup d'endroits en France, les centres de ces villages, l'épicentre, n'est-ce pas, il y avait un problème classique, n'est-ce pas? Tout ça, un dépeuplement, l'abandon, effectivement, de la partie essentielle autrefois, la partie du centre du bourg, avec son église, et j'ai pu, dans ce quartier un tout petit peu désert, justement, acheter les maisons. Et j'avais une idée qu'avec mon amour de cet endroit, je pouvais peut-être redonner vie à un centre du village, mais en gardant rigoureusement et avec beaucoup de respect l'habitat rural qui est existante. Ne pas effectivement céder au désir d'un jeune architecte qui m'a dit un jour « Ah, tu veux, n'est-ce pas, attirer les jeunes gens, les musiciens, je vais te créer un merveilleux dortoir, une sorte de centre, n'est-ce pas ?» Et je dis « Mais où ?»« Ah ben ici, il m'a dit. » Je dis « Mais c'est tout à fait le contraire de ce que je souhaite. Je voudrais redonner vie à toutes ces collections de maisons, une maison médiévale, une parcellaire, n'est-ce pas, 17e, non, l'idée c'est de mettre peut-être 5 élèves dans ma maison, que j'appelle ma maison de l'artiste, et puis à côté de la maison de l'avoir, d'avoir peut-être, de ne pas bouleverser visuellement, n'est-ce pas, un aspect de ce village qui était là depuis 1000 ans. Et on a réussi. C'est extrêmement réussi. Cette année, on n'a pas démoli. On a tout simplement rénové. Ça commence à avoir une allure et surtout, c'est très apprécié. Et je vous raconte une petite histoire toute récente. On a laissé, n'est-ce pas, la possibilité de faire la cuisine dans un nombre de ces petites maisons du centre du bourg. Et l'année dernière, 2 filles qui sont arrivées, de jeunes musiciens, en disant « Mais et ça nous arrive, n'est-ce pas, d'aller dans votre potager pour prendre du persil plat et un peu d'estragon, et puis... parce que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que subitement le cerfeuil que j'avais en abondance, n'est-ce pas, était bien diminué. Alors donc, voilà, l'explication. Donc, nous sommes en train de créer deux parcelles en proximité de ces maisons où habitent, n'est-ce pas, nos jeunes musiciens pendant les festivals, 2 lopins de terre, mais tout simplement remplis avec ce qu'on appelle des simples. Les herbes de cuisine, n'est-ce pas, qui peuvent être utilisées quand un jeune ensemble de 5 ou 6 musiciens veulent parfumer effectivement un plat avec du cerfeuil ou un peu d'estragon. C'est une petite histoire sans intérêt, mais avec
grand intérêt aussi. On traite très souvent avec les jeunes Américains, musiciens, qui n'ont jamais vu, par exemple, une bouteille de vin sur la table. Ouais. Qui n'ont jamais vu comment pousse, par exemple, n'est-ce pas, un artichaut. Et c'est pour ça aussi que tous les étés, on mélange les événements, je dirais, végétales Oui. avec la musique. C'est parfaitement réussi. Alors c'est très bien qu'il se rajoute des jardins dans la collection de jardins qui existe déjà. Oui. Quand on voit ce jardin de Tirey, quand on est immergé à l'intérieur de ce jardin qui évolue chaque année, parce qu'il y a de nouveaux lieux et puis parce qu'il y a cette évolution de la nature qui mûrit, les influences, elles ont été italiennes, anglaises, françaises. Comment ce jardin a-t-il été conçu? Il est sorti de l'imaginaire d'un grand créateur, mais est-ce que dès le départ, il y avait cette vision de ce qu'il serait? Une fois presque terminé, je parle de mon jardin à Tirey, j'ai reçu une grande prêtresse de tout ce qui est végétal en France. Elle me dit, mais dis donc, c'est un peu indigeste, non? Alors je dis, indigeste, pourquoi? Ben, tout simplement parce que tu voulais un petit peu de tout, n'est-ce pas? Comme l'idée que j'étais une sorte d'horrible mangeur, n'est-ce pas, en ordre, n'est-ce pas? J'ai pris ça assez bien, mais un peu difficilement aussi. Car en effet, mon jardin est un jardin éclectique. J'ai brisé beaucoup de tabous. J'ai fait des choses, n'est-ce pas, qui étaient considérées comme pas du tout dans le canon d'un art français du grand siècle ou du XVIIIe siècle en ce qui concerne la disposition des pièces, etc. Est-ce que ça me perturbe? Non, non. Oui, vous parlez de l'influence italienne, mais évidemment, ce jardin, c'est une distillation aussi. Oh, combien de livres dévorés, lus, n'est-ce pas? Combien de déplacements, combien de merveilleux moments passés dans les jardins en Italie ou en Espagne ou en Portugal ou en Angleterre. Le jardin éclectique existait bien avant moi. Et en effet, quand on regarde un art du jardin anglais, la fin 19e, début 20e siècle, on s'aperçoit qu'on trempait n'est-ce pas, le pied dans tous ces différents styles, n'est-ce pas? Historismus, comme disent les Allemands. Oui, je trouve que c'est très bien de suivre un Inigo Triggs ou l'un des grands, Madame Sackville-West, d'avoir un jardin qui est la distillation des voyages, des rêves. Oui, c'est un peu difficile par moments, peut-être un peu indigeste pour certains, mais j'adore ma chinoiserie rustique. J'adore aussi le fait que la façade de la maison de l'extérieur est extrêmement sobre. Hein? Mais je me suis permis quelque chose qui était certainement existant au XVIIe siècle, un jardin important, organisé, voilà, autour de la maison. Comme je dis, oui, ce genre de phénomène existe partout en France. Où la ruralité, subitement, est là, mais avec une sorte de joyau très étudié, très érudit, très savant. Donc, oui, éclectique et fier d'être, peut-être. C'est la liberté de l'artiste, la liberté d'un regard, la synthèse de toute une vie, de tous ces voyages. Oui, je pense que... Oui, et je vous dis une chose. Est-ce qu'il y avait des détracteurs dans le village? Oh, bien évidemment, moi, américain, peut-être avec des moyens, avec un peu plus... Mais
curieusement, ça a commencé avec les mariages. Monsieur Christie, ma fille se marie dans 3 mois. Est-ce qu'on peut utiliser votre jardin pour la réception? Ben, bien sûr, madame. Écoutez, vous savez, je fais partie du bénévole, n'est-ce pas, de la gendarmerie. Ce serait merveilleux si on pouvait effectivement nous réunir à la belle saison, peut-être en bas, n'est-ce pas? Oui, autrement dit, très vite, le jardin, chez les gens qui peut-être pouvaient être un petit peu difficiles à l'égard de moi, n'est-ce pas? Mais le jardin a résolu le gros problème. Comment se faire accepter dans un village agricole, n'est-ce pas? Oui, ça et la musique. J'aimerais qu'on évoque un sujet qui est souvent mis en évidence par les scientifiques, puisque nos conversations sous l'arbre, elles rassemblent philosophes, scientifiques, artistes, et on va pendant ces rencontres évoquer ce qui est mis en évidence par la recherche actuellement, c'est que les plantes ou les arbres émettent des sons qui sont perceptibles peut-être pas avec des micros puissants. Est-ce que un musicien comme William Christie, un grand spécialiste des questions liées au jardin, quand on est sensible au pouvoir vibratoire d'une voix, on a parlé des voix tout à l'heure, est-ce qu'on s'intéresse au pouvoir vibratoire des plantes qu'on a souvent ignorées ou méprisées? Mais c'est-à-dire que le maïs, n'est-ce pas, répond à la musique. Oui. Où quelqu'un m'a beaucoup perturbé il y a quelques années en disant vous vous rendez compte la souffrance que vivent vos buis, n'est-ce pas, quand vous taillez, n'est-ce pas? Alors ça m'a beaucoup perturbé. Moi qui adore l'art aux pierres, oui. par exemple. Alors cette personne m'a parlé de la mutilation. Alors, finalement, je me suis dit, les plantes ont certainement une personnalité, peut-être des âmes aussi. Oui. Et de vouloir leur donner une beauté venant d'un être humain, c'est une complicité plutôt qu'une méditation. Moi, je suis en train de me traiter les buis, les tilleuls, les lifs avec respect et sur un respect historique pour ce que ces plantes-là, pouvaient donner comme plaisir aux humains. Et donc, sur le plan philosophique, je me suis dit, ce n'est pas une méditation, c'est une sorte de collaboration ou une complicité. Un dialogue. Je suis fasciné, j'ai une grande amie en Angleterre qui, pendant des années, n'est-ce pas, avec slow cameras, je ne sais pas comment on dit ça, elle filme effectivement, n'est-ce pas, la croissance, n'est-ce pas, d'un haricot. Et là, elle a fait une expérience où il n'y avait pas d'intervention du vent avec une lumière constante, mais je me suis dit, mais je ne peux pas accepter l'idée qu'il n'y avait pas un mouvement organisé, un rythme d'une plante qui arrive à maturité dans l'espace de 2 mois. C'est absolument fascinant de voir la chorégraphie d'une seule plante, n'est-ce pas, qui... Voilà. Ça, c'est perturbant. C'est perturbant, mais c'est fascinant. Oh, mais c'est fabuleux. Et on s'y intéresse plus depuis quelques années. J'ai lu qu'il y avait autrefois en Chine, chez des princes qui aimaient beaucoup les jardins, des plantations d'arbres
en fonction du murmure ou du bruit que ces arbres feraient. Oui, Il y a des saules qui ont des sons particuliers. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y avait déjà dans ces histoires ou dans ces essais la prise en compte de la musicalité donnée, on l'a évoqué tout à l'heure, par le vent, par exemple. Nous avons vécu ça, et c'était un moment à la fois privilégié et un peu tristounet. En plein Covid, on s'est rendu compte que la nature, qui a repris effectivement ses droits, n'est-ce pas, il y avait l'absence du bruit. Oui. L'avion, l'autoroute, même si c'était l'absence de la voiture. Et là, on écoutait différemment. On écoutait le vent, on écoutait le murmure effectivement de la rivière. J'avais installé une sorte de petit gué, un petit barrage là, dans le but effectivement d'avoir les murmures d'eau. Et là, on entendait ça jusqu'à la maison. Ça a duré quelques temps, peut-être un mois, un peu et demi, où tout simplement les choses dans notre vie moderne, qui faisaient vraiment beaucoup de bruit, les avions dans le ciel, ou les poids lourds, n'est-ce pas, qui traversaient notre village. Non, sans eux, sans la vie était différente et très, très impressionnant. Le point commun entre le jardin et la musique, le jardin et l'opéra, c'est que ce sont sans doute les deux arts où on peut reprendre le concept de Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire un art total. L'opéra, c'est bien connu, il y a la musique, la voix, la danse et les décors, mais le jardin aussi, quand on met en œuvre tout ce qui touche tous les sens, la vue, l'odorat, et puis dans le jardin, on a tous les arts. On a les arts hydrauliques, la botanique, et quelque part, il me semble qu'au fond, aussi bien le jardin que l'opéra, que la musique, ça peut être considéré, c'est considéré comme un art total. Et quand les deux univers se rencontrent dans une manifestation comme celle des jardins de Thierry, ça nous met dans un état de transport au sens d'élévation tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que avoir de cette manière donné la musique à un public large dans un lieu qui est en lui-même bouleversant, c'est une manière de multiplier la joie. Mais on revient à ce que un homme, une femme cultivée, vivante à l'époque de la Renaissance, avait tout simplement comme certitude. Vous parlez de Gesamtkunstwerk et l'opéra, mais ça touchait effectivement la vie de tout homme cultivé. Oui. Moi, j'adore l'opéra, évidemment, parce que ça peut lier à une multitude de passions. Mais grosso modo, c'est danse, musique, décor, mais les sujets sont quoi? La mythologie, oui. Dans la tradition, les guerres, les grands moments religieux,
mais avec une forte dose de nature. Oui. Il y a, si on regarde sommairement, d'une façon superficielle, les livrets avec des grands opéras des 17e, 18e et particulièrement même en 19e. Ici, la scène 7, n'est-ce pas, il y a un jardin agréable, orné avec, n'est-ce pas, une portique, n'est-ce pas, à l'ancienne, et quelques ruines, n'est-ce pas, en deuxième plan. Mais ça, c'est typique. J'ai travaillé avec les chorégraphes, comme j'ai travaillé avec les musiciens, comme avec les décorateurs. Et il y a des gens qui n'étaient pas du tout adaptés, ou très adaptés, dans l'art de lier toutes les disciplines, le Gesamtkunstwerk, comme disent les Allemands. D'être vraiment quelqu'un d'intéressant et intelligent dans ce monde de l'opéra, ça veut dire qu'il y a une sorte de vision très catholique des choses, n'est-ce pas? Et d'avoir la possibilité de se trouver à l'aise avec ce mélange de visuel, musical, enfin, physique, etc., etc. Très important. Oui, c'est certainement la forme, disons, la plus extraordinaire, enfin, n'est-ce pas, enfin, qui lie effectivement ces différentes disciplines. C'est extrêmement important. Ce qui caractérise les moments que l'on passe à tirer ou dans tous les concerts que j'ai pu voir avec les arts florissants, c'est la joie. Il y a un amour de la vie, il y a un côté joyeux, plein de fantaisie, qui au fond est assez rare dans notre monde. Et moi je le vois presque comme un combat, une manière de célébrer le beau, l'amour, ce qui... Et ça, je pense que c'est spécifique au chemin de William Christie. Mais, cher Chantal, c'est ce qui nous lie aussi. Car en effet, ça fait un long moment en fait, qu'on vit de cette amitié. Et c'est à la poursuite, effectivement, de la beauté. Et je dirais aussi d'avoir ce sens qu'il faut communiquer aux autres, n'est-ce pas, de la satisfaction et un état de grâce aussi. On peut vivre ça peut-être plus facilement si on ouvre les yeux et qu'on effectivement, car en effet, un jardin, on peut avoir un plaisir solitaire, mais un jardin partagé, c'est encore mieux. La musique, je peux faire la musique pour moi, tout seul, et c'est important, mais de pouvoir partager la musique, c'est encore meilleur, parce qu'il y a un message, il y a important. Quand les gens me disent « mais vous êtes un ensemble heureux », je dis « on paie un prix, mais c'est prioritaire ». Oui.